Bienvenue à tous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, physicien nucléaire ou conducteur de bus, sans jugement bien sûr, vous êtes ici pour en savoir plus, en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Salut à toi, jeune vous édicien. Est-ce que votre mercredi se déroule comme vous l'aviez prévu? On remonte son caleçon, on met les bottes, on accroche sa ceinture, car aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. I'm always angry. La forêt, qui fut autrefois un lieu sacré, un lieu de loisirs ou encore un lieu économique, prend une tournure totalement différente de nos jours. Elle se dispatche en deux parties. Pour les populations dans les zones tropicales, donc plus forestières, elle correspond à la zone principale de l'activité et de la vie. Et pour les populations dans les zones urbaines, elle s'apparente plus au sauvage et à l'inconnu pour des activités plus ludiques. Dans les faits, une forêt se caractérise et se définit par sa superficie, la taille des arbres et le couvert arboré minimal, soit la surface au sol couverte par les arbres. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, et la CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ne sont pas d'accord pour les valeurs attribuées. En cette différence des partis politiques publics découle un lien différent avec la forêt pour son utilité, sa gestion et sa protection. Les forêts, c'est 4 milliards d'hectares de surface sur la planète, soit équivalent à peu près à 6 milliards de terrains de football. En gros, c'est 30% des surfaces émergées de la planète. Dans le langage forestier, on distingue les forêts primaires des forêts secondaires lorsqu'il n'y a pas eu ou très peu d'activité humaine. Les forêts secondaires peuvent aussi être des plantations forestières exclusivement créées par l'homme ou dans ce cas, elles ne correspondent qu'à 5% de la superficie forestière mondiale. Les forêts, au sens strict du terme, sont principalement regroupées en 3 catégories avec environ la moitié en zone tropicale, un tiers en zone boréale et le reste en zone tempérée et subtropicale. Et sont répartis assez inégalement sur le globe pour les forêts primaires avec le Brésil qui en possède 35%, la Fédération de Russie 19%, le Canada 12%, 6% pour les États-Unis, 4% pour le Pérou, etc. Pour la globalité des forêts, c'est 20% en Fédération de Russie, 12% pour le Brésil, 9% au Canada, 8% aux États-Unis, 5% en Chine et 46% pour le reste du monde. On retrouve sensiblement les mêmes pourcentages. En Europe, on couvre donc une partie infime des zones forestières. Mais c'est pas parce qu'ici on est comme ça et que dans les autres pays ils sont comme ça que ça ne nous concerne pas. Yeah, boy. Chaque région du monde a son type de forêt avec sa particularité. On retrouve par exemple des forêts tempérées de conifères au nord-ouest des États-Unis, des forêts de feuillus humides tropicales et subtropicales au Brésil, des savanes arborées et formations arbustives tropicales au centre de l'Afrique, des mangroves sur le bord des îles asiatiques, des taïgas, donc principalement des conifères en milieu froid en Russie, etc. Ces forêts varient naturellement en fonction du climat, des sols ou de l'altitude et vont affecter les espèces végétales dominantes qui sont présentes et le type de faune qu'elles abritent. Une forêt est un écosystème complexe qui survit grâce à un équilibre dynamique dans son développement. Pour cela, elle rentre dans des cycles écologiques, dits sylvigénétiques, qui se distinguent en divers stades d'évolution, plus ou moins longs en fonction du peuplement forestier. 3 stades principaux sont identifiés. Le premier est la colonisation des espèces pionnières en grande quantité et à croissance rapide qui vont s'installer sur un sol nu. Puis suivent les essences post-pionnières à croissance moins rapide. Et en troisième temps, les arbres de plus longue longévité ou dryades qui nécessitent une quantité de soleil non négligeable. Ce cycle sera donc en évolution permanente en prenant en compte la disparition d'arbres qui permettront la régénération des espèces pionnières. De même, l'équilibre au sein des forêts avec l'interaction entre les espèces végétales et animales ainsi que les micro-organismes évolue constamment sur le long terme avec les changements climatiques et l'évolution des espèces. Saviez-vous que les forêts sont magiques et nous rendent service? Cette forêt semble malade. Si elles n'étaient pas présentes, notre survie serait largement impactée, voire totalement anéantie. Elles nous rendent service via 4 piliers principaux. Services d'approvisionnement, de soutien, de régulation et services culturels. Pour les services d'approvisionnement, elles permettent de fournir du bois, fibres et gomme, de la bioénergie, du gibier et des fruits ou encore des médicaments. Le climat, la lutte contre l'érosion des sols, l'épuration de l'eau, les inondations et les étiages ainsi que les maladies
sont régulées grâce aux forêts. Les zones forestières sont aussi des milieux récréatifs et esthétiques qui rentrent dans un service culturel. Enfin, elles soutiennent le cycle des nutriments et la formation des sols. Les forêts sont donc essentielles pour de nombreux points. Plus les décennies passent, plus le recul des forêts se fait ressentir, et pour le coup c'est un fait. Alors qu'en est-il de l'état de nos forêts ? Selon un rapport de l'ONU, environ 420 millions d'hectares de forêts ont été perdus dans le monde depuis 1990 à cause de la déforestation. Cependant, si l'on compare le taux de perte des zones boisées avec le taux d'expansion des forêts régénérées sur les 30 dernières années, on peut voir que la déforestation est en baisse avec 178 millions d'hectares de forêts qui ont disparu. Factuellement, c'est l'Amérique du Sud qui a subi le plus haut taux de déforestation entre 1990 et 2020. Suivi de l'Afrique. A l'inverse, l'Asie est le continent qui se régénère le mieux, avec l'Europe et un peu l'Océanie, et l'Amérique du Nord et centrale. Globalement et relativement, la perte des forêts tend donc à ralentir. Mais alors, quelles sont donc les causes de la déforestation ? Car bon, on parle souvent du chopper Bolsonaro, mais c'est pas le seul à vouloir changer l'intégralité de la planète en pelouse. Plusieurs facteurs sont responsables de la déforestation, et vous allez voir qu'on en revient souvent toujours au même point. Premier point, et le plus dévastateur, c'est l'expansion agricole. On retrouve majoritairement les plantations de palmiers à huile, les exploitations de nourriture pour le bétail et les plantations de soja. Même certains petits agriculteurs s'y mettent en brûlant les forêts pour leurs parcelles. Toutes ces ressources alimentaires requièrent énormément de place et sont donc responsables en majorité de l'expansion du front de déforestation au Brésil et en Asie. Secondo, pour l'extraction des ressources fossiles telles que le pétrole ou les gaz. Lorsque les sites d'extraction sont terrestres, ceux-ci endommagent régulièrement les environnements à proximité et déversent aussi de nombreux polluants. Parfois, certains pays se servent du bois extrait comme d'une nouvelle énergie. C'est alors que les zones forestières prennent une tournure énergétique et non une source de biodiversité. Troisièmement, j'aime bien ces petites listes qui font mal là. Okay, let's see my to-do list. Donc troisièmement, l'exploitation minière. En Amérique du Sud, comme en Afrique, l'exploitation des ressources et des matériaux requiert de la place et sont souvent situées dans des zones forestières. Ou dernièrement, en Australie, la découverte d'un gisement de charbon nécessite la destruction de nombreuses zones forestières pour y accéder. En quatrième point, l'exploitation illégale du bois fait aussi des ravages. C'est donc un commerce illégal dont profitent beaucoup de pays, dont la France. D'après la WWF, c'est 39% du bois tropical importé en France qui serait d'origine illégale. Et ce bois d'origine illégale proviendrait majoritairement de l'Afrique centrale et de l'Ouest. D'autres facteurs sont aussi responsables de la déforestation, tels que les attaques par les insectes ravageurs, les intempéries, sécheresses, vents violents et leurs corollaires, et le réchauffement climatique. Les fortes chaleurs s'intensifient toujours plus et favorisent l'apparition d'incendies, comme on a pu le voir il y a quelque temps en Amazonie. Avec tous ces dégâts que peut causer l'homme indirectement et directement sur les forêts, quelles en sont les conséquences ? Encore une fois, la liste est longue et on est mal barré, ça je peux te le dire. La déforestation, c'est d'abord la réduction de la biodiversité. Les forêts sont les derniers remparts et refuges pour beaucoup d'espèces. C'est 27 000 espèces végétales et animales qui disparaissent chaque année à cause de la réduction de leur habitat. Il n'y a presque plus de forêt. En plus d'être atroce pour nos voisins les animaux et les végétaux, cela ne nous est pas profitable car nous perdons des ressources inestimables liées à l'alimentaire et aux médicaments qui sont souvent d'origine biologique. Hey Billy, qu'est-ce que t'es encore en train de faire? Ah, un petit goûter à ce que je vois. Ah ouais mec, j'avais trop la dalle quand même. Et de 1... de 2... Et de 3, de 4, de 5, de 6... Mais pourquoi tu comptes comme ça? Tu sais Billy, chaque cuillère de Nutella que tu mets, c'est un orang-outan de tuer. Faudrait mettre ça dans le métro, tiens, ça fait un bon slogan. En plus de tuer des animaux, vous avez une gueule de con. La déforestation, c'est aussi faciliter la transmission des maladies infectieuses. Mais bon, ça on s'en fout, en ce moment c'est pas d'actualité. Donc. En effet, les forêts jouent un rôle de modérateur sur les maladies transmises par les animaux et les insectes, comme le paludisme par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, 40% de la population de la planète vit dans des zones soumises au paludisme, et la contamination est 30 fois supérieure si les zones forestières sont largement déboisées. L'augmentation du nombre de catastrophes naturelles est aussi une des conséquences de la déforestation. Comme nous avons
pu le voir dans le précédent épisode, les mangroves par exemple peuvent jouer comme un frein dans un contexte cyclonique ou de tsunami. De plus, les forêts peuvent aussi jouer un rôle de bouclier végétal permettant de contrer l'érosion des sols. Lorsqu'ils sont à nu, les sols sont fragiles et l'eau peut facilement s'introduire et provoquer des glissements de terrain. Cela a notamment été le cas à Haïti et en Indonésie sur ces dernières années. On a aussi pu se rendre compte que les forêts avaient un rôle décisif dans la reconstruction des nappes phréatiques. C'est 3/4 de l'eau accessible et potable qui provient des bassins versants forestiers. Elles vont faciliter la purification et le filtrage de l'eau grâce au couvert végétal. Pas de forêt, pas d'eau, pas d'eau. Pas de palais. Le dernier point et le plus connu, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre et de tous les polluants en général et son lien avec le réchauffement climatique. Une étude de l'université de Leeds en Grande-Bretagne a montré que la destruction des zones forestières engendrait directement la réduction de l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'évaporation telle qu'on la connaît mêlée à la transpiration des plantes. Ce phénomène aide à réguler les températures et réduit le risque d'inondation. La forêt joue aussi un grand rôle en tant que réservoir à carbone. En 2005, on estimait que celle-ci stockait plus de la moitié du carbone accumulé par les écosystèmes terrestres, soit environ plus de 1000 milliards de tonnes de carbone. Ceci étant dit, les forêts ne vont pas seulement stocker le carbone, elles vont le recycler par divers processus de photosynthèse, de respiration, de transpiration, de décomposition et de combustion. Comme pour le cycle de l'eau, le passage en forêt du carbone va permettre de réguler son stock. En conclusion, c'est simple, si on détruit l'écosystème forestier, on augmente les gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, c'est 17% des gaz à effet de serre créés qui sont causés par la déforestation. Tout cela étant dit, on peut se dire que notre avenir est catastrophique et déplorable et il y a un peu de ça, hein. Non, plus sérieusement, il ne faut pas négliger que plusieurs actions sont menées pour essayer d'inverser la machine. Dans un premier temps, comme nous avons donc pu le voir, nombreux sont les pays qui reboisent les zones forestières. Bon, encore un long chemin reste à faire pour essayer d'inverser cette tendance, mais on est déjà sur un très bon départ. On est presque arrivé. De plus, certains pays essayent de lancer des systèmes agricoles liés à l'agroforesterie, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 3. Lâche un pouce bleu. C'est notamment le cas par exemple au Pérou pour les plantations de café. Un autre projet assez controversé nommé REDD, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, a été mis en place pour rendre la conservation et la protection des forêts économiquement plus rentables que leur destruction. Enfin, les lois mises en place agissent pour la gestion et la protection des forêts via l'appellation d'aires protégées. Aujourd'hui, c'est 726 millions d'hectares de forêt environ qui se trouvent à l'intérieur des aires protégées juridiquement constituées. Ces plans de gestion des forêts ont pour objectif de protéger les arbres, de protéger l'eau et les sols, de conserver la biodiversité, de produire du bois et des produits forestiers non ligneux, et enfin d'être aussi utilisés comme des services sociaux pour des activités récréatives. C'est l'Amérique du Sud qui est en tête avec la proportion de forêts à l'intérieur d'aires protégées, suivi de l'Afrique et de l'Asie. J'aimerais finir avec cette phrase, sans les forêts, l'humanité n'est rien, mais sans l'humain, les forêts sont tout. Pour celles et ceux qui l'ont loupé, le 25 août 2020, l'European Synchrotron Radiation Facility a officialisé le lancement du nouveau synchrotron de 4e génération. Tu as peur de toi. Situé dans la région de Grenoble, l'Institut a pu, grâce à ce nouvel outil, faire un pas de géant dans l'analyse microscopique. Appelée ESRF-EBS, EBS pour Extremely Brilliant Source, cette machine est en fait un microscope géant. Sur 900 mètres de circonférence et avec un poids de plus de 2000 tonnes, ce microscope fonctionne grâce à l'électromagnétisme. Des électrons sont présents au sein de l'anneau du laboratoire et se déplacent à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km/s. Chewie. On est à la maison. Grâce à l'accélération de ces électrons, une onde électromagnétique va être générée, qu'on appelle rayon X. C'est cette onde qui va nous intéresser et permettra de zoomer et dézoomer à l'infini sur divers éléments. Vers l'infini et au-delà. 22 pays ont aidé à financer l'installation de ce nouvel EBS. Pour éviter des coûts supplémentaires, certains éléments et infrastructures de la précédente génération ont été conservés et le reste remplacé pour la nouvelle génération. Ce 4e âge du synchrotron marque une avancée monstrueuse dans l'étude des objets, organiques ou non. 100 fois plus brillant que le précédent, il pourrait cartographier avec une extrême précision le cerveau humain. Son utilisation peut aller de la compréhension des mécanismes des maladies neurodégénératives à l'identification des réactions
réactions chimiques responsables de la dégradation des œuvres d'art par exemple. En ces temps de crise sanitaire, le microscope a déjà pu être utilisé pour la Covid-19 en travaillant sur des poumons de patients atteints du virus. Plusieurs radiographies au rayon X ont en effet montré la dégradation de ces organes. Le monde scientifique et de la recherche, satisfait des travaux qu'a déjà pu effectuer ce nouvel outil, a déjà lancé plus de 5000 demandes pour son utilisation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Lâchez un pouce bleu, j'ai une famille à nourrir moi. Activation de la cloche et abonnement. Je vous dis à bientôt les amis.